Amis passionnés d'astrologie, je suis très heureux de vous retrouver après une pause de quelques semaines qui vous a, je pense, laissé le temps de regarder et digérer les 8 premières vidéos. Nous nous retrouvons pour la 9e partie consacrée à Pluton, un astre qui n'a décidément pas fini de révéler les secrets les mieux gardés de la marche de notre monde contemporain, avant de passer à la période de Pluton en Sagittaire. Revenons quelques instants encore sur Pluton en Scorpion dans son domicile. Et oui, on n'en a pas fini avec cette période 83-95 qui est vraiment charnière, hein, à l'image de Pluton dans son domicile, dans le signe du Scorpion, donc qui est tout puissant, donc ça donne une certaine densité, et donc c'est vrai que comprendre ce qu'a produit l'astre aux confins du système solaire, donc surtout par son passage en Scorpion, c'est d'une certaine façon un petit peu avoir un œil sur la clé de voûte de beaucoup de choses de notre époque, hein, pour comprendre un petit peu notre monde contemporain, même si 35 ans nous séparent du début de ce transit, hein, qui avait démarré en 1983. Donc on s'était arrêté précédemment aux confessions surprenantes de François Mitterrand, faites au crépuscule de sa vie après 14 ans de pouvoir. Alors c'était une citation, hein, tirée du dernier Mitterrand, le dernier Mitterrand, un livre de Georges-Marc Benamou, donc où François Mitterrand disait « La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort. Apparemment, oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. » Donc cette déclaration, c'est vrai que j'insiste beaucoup là-dessus, puisqu'elle est très très importante. Donc elle est loin d'être anodine et fait office de testament politique, un peu comme on l'avait vu pour Michel Rocard lorsqu'il était intervenu sur Europe 1, à notre grande surprise, pour vraiment fustiger la loi bancaire de 1973, alors que pendant des années, il avait plutôt milité pour l'acceptation de ce système-là, puisqu'il faisait partie de l'aile droite, hein, du PS, du Parti Socialiste. Hein. Et donc, c'est vrai que cette loi-là, on en éprouve durement les conséquences, ça vous en avez conscience aujourd'hui. Et donc, pour revenir à cette citation de François Mitterrand, donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein, ce n'est pas une déclaration d'un homme, un sénile, ou dont les neurones auraient été grignotés par un âge avancé, ou par la maladie. Non, cette déclaration prend tout son sens et se fracasse même sur notre réalité d'aujourd'hui, pour peu qu'on veuille, hein, ouvrir les yeux, et qu'on oublie, hein, les paillettes d'or répandues par les médias sur les épaulettes, hein, du costume présidentiel du président qu'on a actuellement, hein, qui nous fait croire qu'il a encore de vraies prérogatives de la fonction et que toutes les décisions politiques, économiques, sociales, militaires, etc. sont indépendantes, hein, d'un pouvoir venu outre-Atlantique. Et donc nos dirigeants, hein, plus contemporains, donc que ce soit donc Emmanuel Macron, Sarkozy précédemment et François Hollande, nous en avons déjà parlé à maintes reprises, ont eu, hein, ce n'est plus maintenant, c'est beaucoup plus évident pour tout le monde, une politique beaucoup plus suiviste et inféodée aux désirata de Washington. Alors pour en attester, symboliquement, on a Emmanuel Macron qui était allé rendre visite à son homologue Donald Trump il y a quelques jours maintenant à Washington, et on voit cette photo prise sur le perron de la Maison Blanche où on voit Donald Trump tout sourire en train de tirer donc Emmanuel Macron. On a l'impression, enfin je vous laisse seul juge de cette image, mais moi ça me fait quand même un peu penser justement à ce dont on vient de parler, ce côté suiviste, et on a presque l'impression qu'il traîne un peu son animal de compagnie favori. Donc cette image, elle est quand même assez dévastatrice, et elle contraste avec une autre image dont on va parler tout de suite. Et avant ça, il y en a une autre aussi qui n'est pas à l'avantage, en tout cas, du président français. Donc on va la regarder tout de suite. Alors là, voilà, on se retrouve avec cette image-là aussi qui n'est pas à l'avantage du président français, où on voit Donald Trump qui se permet d'enlever en fait une pellicule sur le costume d'Emmanuel Macron. Donc cette image-là, bien entendu, on est dans les symboles, mais les symboles sont effectivement importants et montrent bien la domination en fait, hein, du président américain donc sur le président français, d'autant que ces deux images-là contrastent avec celles qu'on avait eues il y a un an maintenant, quasiment jour pour jour, où on voyait Emmanuel Macron donc, qui venait d'être fraîchement élu en tout début de quinquennat, et on le voyait donc en train comment dirais-je, de jouer un petit peu les super-héros, les musclores, hein. Il faisait carrément un bras de fer au moment de saluer son homologue américain. Donc ça, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vais la remettre de suite. Voilà, donc c'est cette fameuse image, hein,
Donc tout ça, effectivement, on en avait beaucoup parlé, ça avait fait tout un tatamar médiatique, et c'était pour montrer aussi la superpuissance de la France, le retour de la France au premier plan, qui tient tête, effectivement, donc à son homologue américain, etc. C'était un petit peu, vous allez voir ce que vous allez voir, et puis finalement, bon, bah, voilà, un an après, là on a fêté il y a quelques jours maintenant un an de présidence de Macron. Donc on voit bien, hein, contrairement que le locataire de l'Élysée, contrairement à l'illusion hein, qui nous avait été donnée, même par toutes ces postures aussi, hein, les postures récalcitrantes, les provocations aussi dans le verbe, hein, le fait des fois de déclarer à l'extérieur des choses sur la politique intérieure, par exemple, de choisir des dates symboliques, par exemple du 1er mai pour faire des déclarations en faveur du capital, etc., alors que le 1er mai c'est plutôt une fête populaire. Voilà, il y a plein de choses. Hein. D'ailleurs, tout son gouvernement font sans arrêt des provocations. Tout ça, c'est fait pour donner une force, une puissance qu'ils n'ont en réalité plus du tout. Donc voilà, il est ici maintenant l'un des berceaux, en tout cas, du pouvoir. Hein. C'est donc la Commission européenne, l'Union européenne, hein, donc, où on a effectivement toujours Emmanuel Macron, ce qui c'est vrai toujours dans le verbe, dans la forme, donne l'impression donc d'avoir le pouvoir. Mais en réalité, il est dans les traités de l'Union européenne hein, qui fixent les grandes orientations des politiques économiques. On a Emmanuel Macron qui n'est finalement qu'un exécuteur du programme planifié de longue date donc à la Commission européenne, composé de gens, ça je tiens à le rappeler, qui ne sont pas élus par nous, hein, et puis donc qui ont décidé de privatiser les services publics, les réformes sur l'impôt sur la grande fortune, les baisses des retraites, de l'APL, et vous allez voir ce que vous allez voir, c'est pas fini. Hein. Donc on a également la Banque Centrale Européenne hein, qui pratique une politique déflationniste, hein, qui entérine depuis bien longtemps l'acceptation du chômage de masse, puisque ça, les économistes vous diront, en tout cas ceux qui sont de bonne foi, ne peuvent pas vous dire le contraire, on ne peut pas lutter à la fois, il faut toujours un minimum d'inflation pour pouvoir relancer la croissance et donc l'emploi. Et or, c'est pas du tout ce que fait la Banque Centrale Européenne qui se borne uniquement à favoriser la rente des possédants en ayant une politique déflationniste. Donc, il favorise l'argent des plus riches, hein, les possédants les plus riches au détriment des peuples, hein, qui ont vu depuis ces dernières années l'emploi se réduire comme peau de chagrin. Alors, ne parlons pas également de la soumission à l'OTAN, ça on en avait parlé. Hein, donc ça c'est sur le plan international. Macron a une politique complètement alignée. Hein. Il y a une politique donc avec des positions agressives hein, sur le camp euro-atlantiste hein, de Washington, vis-à-vis notamment, on l'a vu, de la Syrie, alors qu'il n'y a aucune preuve. Et maintenant, par contre, on le voit, il se retrouve un petit peu en porte-à-faux sur la question du nucléaire iranien. Hein. Donc on a vu également hein, qu'il a par exemple supprimé l'exit tax, parce que c'est les banquiers d'affaires hein, qui lui ont demandé de le faire. Donc il a annoncé tout ça, on a l'impression que ça vient toujours de lui, bien entendu, il est là pour servir les intérêts de ceux qui l'ont permis d'être élus. Alors mais qu'en était-il à cette époque hein, plutonienne du Scorpion, celui dont les éditorialistes hein, ont dépeint à l'unanimité comme le dernier grand monarque hein, de la Ve République, donc François Mitterrand, avait-il réellement tous les pouvoirs que lui conférait Pluton, donc en transit dans son signe de prédilection, c'est-à-dire le Scorpion, puisque, comme vous le savez, François Mitterrand était natif du Scorpion, donc c'est-à-dire qu'il recevait Pluton, donc qui lui a donné effectivement la possibilité d'accéder à l'Élysée et même à un moment donné de renouveler son mandat en 1988, on en reparlera un petit peu plus loin. Mais est-ce qu'il avait réellement tous les pouvoirs? Donc on réponse dans quelques instants. Pour l'heure, hein, on constate une nouvelle fois que le message donc, que je vous ai relu tout à l'heure, sur lequel j'ai lourdement insisté, du défunt président de la République, est troublant hein, dans la symbolique mortuaire. Hein, et ce message politique testamentaire, en fait, c'est une forme d'héritage un peu lourd de conséquences pour les épaules hein, des enfants de notre génération. Donc là, on retrouve bien l'idée, quand on parle d'héritage, qu'on parle de testament, alors on entend par là la mort, donc on parle bien effectivement de Pluton. Alors il arrive souvent effectivement hein, qu'avant de passer le Styx, donc le Styx hein, c'est une référence astronomique, hein, car c'est un des satellites de Pluton et aussi une référence mythologique à Pluton, à Hadès, hein, donc les plus grands hommes d'État, en tout cas tous ceux qui ont un minimum de conscience,
passe dans le confessionnal politique avant de passer de vie à trépas. On confesse des choses inavouables et on fait des révélations de secrets d'État que jamais, de leur vivant, ces hommes n'auraient fait en fonction. Donc l'ancien président de la République, François Mitterrand, aura durablement marqué la vie politique française de notre pays avec ses 2 mandats consécutifs. Donc c'est vrai que se livrer à des confessions inavouables, s'il avait été encore en fonction, était impensable, dans le sens en plus où le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, était réputé pour son culte du secret. Alors il y avait même un livre qui lui était consacré, donc vous vous souvenez aussi que Elisabeth Tessier a été pendant un bon moment sa consoeur, son astrologue attitré, et donc François Mitterrand, donc, du natif du Scorpion, donc c'est un signe, comme vous le savez, qui est énigmatique, qui était aussi réputé, lui en tout cas en l'occurrence François Mitterrand, pour sa répartie, ses répliques cinglantes, son ironie, qui lui donnait ce détachement, qui faisait autorité, qui le présidentialisait d'une certaine manière, en tout cas dans la posture, dans l'incarnation de la fonction suprême. Alors les plus anciens se souviennent sans doute du débat de l'entre-deux-tours de 1988, donc pour la présidentielle de cette année-là, donc face à Jacques Chirac, où justement pour tenter de déstabiliser son contradicteur du jour, Jacques Chirac avait dit « Vous n'êtes pas le président et je ne suis pas le Premier ministre. Nous sommes 2 candidats à égalité devant le jugement des Français. » Et là, de façon caustique, la réplique de François Mitterrand fut cinglante, dans la plus pure tradition plutonienne. Il lui a répondu « Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. » Donc bien entendu, il y a une grande part d'ironie, et ça, tous les commentateurs politiques de l'époque l'ont bien sûr compris, et c'est ce qui aurait pu aussi faire basculer l'élection présidentielle. Bien entendu, on sait très bien que les débats peuvent avoir une petite importance quand même si tout est quand même joué sur d'autres plans pendant la campagne. On peut sans se tromper se dire que Pluton, en transitant le Scorpion, donc son signe, a sublimé un petit peu ses traits de caractère, Scorpion. Donc ça c'est vrai qu'on a pu voir que François Mitterrand s'était présenté à plusieurs reprises à l'élection présidentielle, notamment en 1965, en 1974, et là ça n'avait pas vraiment fonctionné. Et c'est vraiment au moment où il a eu la réception de Pluton, où on a vu qu'il a pu vraiment accéder au pouvoir. Alors on voit bien aussi que l'époque, elle est spécifique, avec Pluton, donc qui lui a non seulement permis d'accéder à la fonction suprême, mais aussi d'être protégé en fait par une sorte de culte du secret sur sa vie privée, ou un passé aussi inavouable, qui à notre époque, si on transposait par exemple, si on mettait François Mitterrand à notre époque d'aujourd'hui avec Internet, les réseaux sociaux, etc., c'est sûr que son costume de grand monarque présidentiel aurait vite volé en éclats. Donc on voit par exemple qu'à l'époque, on avait appris qu'il avait été, mais ça c'est vraiment en toute fin de quinquennat, qu'il avait été vichiste, qu'il avait été décoré notamment par Pétain, qu'il avait reçu la Francisque, ou encore qu'il avait eu un début de cancer dès 1986, c'est-à-dire donc 2 ans avant de se représenter, de briguer un nouveau mandat. Donc tout cela sans que les journalistes ne mettent leur bout de nez, ou en tout cas, soit on les a plus ou moins empêchés de parler, soit ils le savaient, mais voilà, il y avait vraiment ce culte du secret, et là on retrouve bien Pluton tout-puissant, donc en Scorpion. D'ailleurs c'est seulement à la fin de son mandat, autour de 1994, qu'on découvre, après 2 septennats, sa fille cachée, Mazarine, et la passion qu'il a entretenue avec Anne Pinjot. Donc voilà, on découvrira en tout cas énormément de choses, surtout à l'issue de ces 2 septennats. Alors on découvrira aussi, beaucoup plus tard, la relation très particulière, la relation cachée et un peu même schizophrène des socialistes avec l'argent. Donc c'est vrai qu'ils ont beaucoup cherché à maquiller les rapports qu'ils nourrissaient officieusement avec les puissances d'argent. D'ailleurs, on le retrouve dans le thème, si on se mettait sur le thème de la Ve République, on a Jupiter, un des astres d'argent, de prospérité, donc qui trônait dans le signe du Scorpion, qui recevait, d'ailleurs à cette époque-là, Pluton, durant cette période 83-95.
Donc l'art, c'est vrai, chez les socialistes, après c'est pas pour faire le procès forcément des socialistes, mais bon, c'est vrai que c'était eux qui étaient au gouvernement à cette époque-là, donc l'art consistait à être le pourfendeur des nantis, parler des valeurs d'égalité et de justice sociale chères au Parti socialiste, alors qu'eux-mêmes étaient quand même plein aux as. Donc le problème, bien entendu, n'est pas tant d'être riche, parce que de toute façon, il faut tout dans une société, mais c'est plutôt comment on le devient. Comment on profite finalement du système pour gratter un peu sur la bête, comment on profite des indemnités, etc. Alors la question qu'on peut se poser, bien sûr, avec le recul, c'est de croire est-ce qu'il n'y a pas eu un pacte tacite passé avec le pouvoir de l'argent, le pouvoir occulte de Pluton, à condition de faire allégeance, justement, de bénéficier des avantages tout en faisant allégeance aux puissances d'argent, bien entendu au détriment de l'intérêt collectif, de l'intérêt de la France, de l'intérêt de la nation française, donc pour faire passer des traités, aujourd'hui dont on sait que c'est des traités scélérats, donc notamment le traité de Maastricht de 1992, puisque vous savez aujourd'hui maintenant, avec tout ce qu'on a fait sur les vidéos sur Pluton, donc vous savez d'où émane ce projet de la Grande Europe. Alors là, petit crochet de nouveau par l'actualité, puisque on a fêté il y a quelques jours, le 9 mai, la journée traditionnelle consacrée à célébrer l'Europe. Et donc moi je vous propose justement d'avoir une vision plus plutonienne, et donc plus sombre et moins glorieuse, mais moins hypocrite, de la belle et grande Europe qu'on n'a pas arrêté de nous vendre dans un bel emballage en papier doré. Les Européens et l'Union Européenne. L'Union Européenne a été créée par les États-Unis pour faire prendre par les nations européennes des décisions contre leur propre intérêt, puisque ces décisions, bien sûr, vont aller contre l'intérêt des pays européens et bien sûr des milieux d'affaires. Donc là, effectivement, l'Union Européenne fonctionne bien, puisqu'elle a permis aux États-Unis, qui ont créé l'Union Européenne, de faire prendre des décisions qui vont contre les intérêts des nations européennes. Robert Schuman, le père fondateur de la construction européenne, celui dont on sait désormais, depuis que les documents secret défense du département d'État américain ont été déclassifiés à l'été 2000, donc on sait que c'était un agent des services américains. C'est lui à qui est attribuée la fameuse déclaration Schuman de 1950. On sait également que cette déclaration a été rédigée dans les services de Dean Acheson, le secrétaire d'État américain de Truman, à la fin des années 50, et transmis à Robert Schuman par Jean Monnet. Walter Hallstein a été le premier président de la Commission européenne de 1958 à 1967. Mais c'est un homme qui a une longue histoire. Walter Hallstein est né au début du XXe siècle. C'était un juriste allemand, un juriste nazi, qui a d'ailleurs été professeur et doyen à l'université de Rostock en 1936, après avoir montré patte blanche à toutes les autorités nazies. En 1938, lorsque Hitler s'est rendu en Italie, il est tombé d'accord avec Mussolini pour bâtir un projet de nouvelle Europe, das Neues Europa, comme on dit en allemand. Au mois de juin 1938, Adolf Hitler a demandé à Walter Hallstein de préparer le projet de construction européenne. Ce projet, d'ailleurs, cette nouvelle Europe qui a été vendue aux Français sous l'occupation et qui avait motivé notamment la grande exposition sur la France européenne et qui a eu lieu en 1941 à Paris, au Grand Palais, inaugurée par le représentant de Pétain d'un côté, par les autorités d'occupation nazie de l'autre côté. Walter Hallstein a été arrêté, il était officier nazi, il a été arrêté à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après la bataille de Cherbourg. Et puis il a été repris et recyclé par les autorités américaines. En 1951, on le trouve dans l'entourage immédiat de Konrad Adenauer. Il devient d'ailleurs le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du gouvernement de Konrad Adenauer en Allemagne. C'est lui qui va préparer le projet de Nouvelle Europe, la Nouvelle Europe, à partir des plans qu'il avait préparés pour Hitler et Mussolini. C'est ce qui va donner le traité de Rome qu'il signera d'ailleurs le 25 mars 1957, à côté du chancelier d'Allemagne, Konrad Adenauer. Walter Hallstein a ensuite été le promoteur du plan Hallstein en 1965, qui prévoyait une Europe fédérale. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe en ce moment. Et c'est justement ce plan Hallstein qui avait motivé Charles de Gaulle, lorsque Charles de Gaulle avait dit « stop ».
avait décidé de ne plus envoyer aucun représentant à la Commission européenne à Bruxelles, pratiquant ainsi la politique de la chaise vide. Parce que le président de la République française, le fondateur de la France libre, Charles de Gaulle, savait très bien à quoi s'en tenir sur Walter Hallstein, un nazi recyclé par les Américains pour détruire les nations d'Europe et les placer sous l'autorité d'un empire dictatorial. Alors l'extrait que vous avez écouté, donc le narrateur c'était François Asselineau, pour rendre à César ce qui est à César, puisque c'est un homme politique qui depuis 10 ou 11 ans maintenant donc a mis sur la table beaucoup de secrets justement cachés, qui fait un formidable travail d'éducation populaire donc pour effectivement comprendre tout ce qui se passe. Et effectivement, voilà, je me suis servi de ce document-là aussi pour appuyer notre argumentaire, à la fois historique, politique et astrologique. Et donc on voit bien, pour revenir à François Mitterrand, donc c'est le grand paradoxe qui fut justement qu'on a longtemps présenté François Mitterrand comme le dernier grand monarque de la Ve République. C'est vrai qu'il avait de la tenue, vous l'avez vu, que par rapport à ses successeurs, qui ont eu du mal à reproduire cette tenue, cette posture, cette incarnation de président qui font vraiment très président. C'est vrai que surtout depuis Nicolas Sarkozy, on a vraiment senti la baisse de niveau, même ne serait-ce que sur le plan intellectuel, sur le plan culturel, puisque par exemple François Mitterrand c'était quelqu'un qui écrivait des bouquins, c'est quelqu'un cultivé, etc. Il y avait une vraie culture. Alors que les présidents qu'on a maintenant, c'est des présidents de pacotille, quoi. Mais c'est quand même l'arbre qui cache la forêt. La preuve, puisque là maintenant vous avez cette incroyable confession avec tous ces documents qui sont déclassifiés, qui ressortent, qui rémergent du fin fond de l'abîme, de Hadès, de l'empire d'Hadès, pour remonter à la surface. Et donc on voit bien, François Mitterrand, s'il a parlé d'ennemis cachés, c'est pas pour rien. Donc là on retrouve bien encore une fois Pluton, alors que de son vivant en fonction, il s'était battu de toutes ses forces pour que la construction européenne, qui est justement le cheval de Troie, qui on le sait avec le recul est une catastrophe pour notre pays, François Mitterrand s'est quand même battu pour le mettre en place. D'ailleurs il y a même un débat, ça vous pouvez le retrouver sur internet, un débat avec Philippe Séguin où il lui tient la contradiction, il le met en défaut, etc. D'ailleurs on voyait à l'époque beaucoup Philippe Séguin, qui avait fait ce fameux discours du 5 mai 1992, mais qui avait été beaucoup vilipendé, beaucoup ostracisé, beaucoup même vis-à-vis des humoristes, les guignols de l'info, je me souviens très bien qu'il le dépeignait en quelqu'un qui était sadomaso avec des clous partout, etc. Donc tout ça pour bien sûr le décrédibiliser vis-à-vis de l'opinion publique, alors qu'en réalité c'était lui qui avait raison, c'était François Mitterrand qui avait tort, mais qui après, vous voyez, s'est ravisé, a dit la vérité, mais c'était à l'aube, à l'article de la mort, avant de passer sa vie à trépas. Donc voilà, donc on voit bien, donc de toute façon, aujourd'hui, maintenant, on a la preuve, puisqu'on est en 2018, et on voit bien que l'économie va mal. Où est la croissance, où est la prospérité promise par monsieur Alain Minc, par exemple, et monsieur Jacques Attali, qui n'avait pas arrêté à l'époque de dire que ce sera formidable, cette Union européenne. Alors voici encore un autre témoignage, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du témoignage de Danielle Mitterrand, l'épouse qui était aux côtés de François Mitterrand pendant qu'il était au pouvoir, quand Danielle Mitterrand avoue que le chef de l'État n'a pas le pouvoir. Donc tout ça justement c'est aussi un petit peu pour enlever les idées reçues, puisque c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire tiens maintenant, alors déjà il y en a qui pensent encore que nos présidents actuels, notamment Emmanuel Macron, a tous les pouvoirs, etc. Il y en a d'autres après qui pensent que finalement, effectivement, depuis 2008, et même moi-même, je l'ai souvent répété, que les présidents, avec l'avènement de Pluton en Capricorne, effectivement, les présidents n'ont plus le pouvoir, et c'est vrai. On va dire qu'à cette époque-là, avec Pluton en Scorpion, déjà, ils ne l'avaient plus, mais il restait peut-être encore une petite marge. Mais on va le voir avec, justement, les confessions assez incroyables de la veuve de François Mitterrand, qui avait déjà compris à cette époque le véritable pouvoir qui n'appartenait plus du tout au chef de l'État français. Elle expliquait par exemple qu'en mai 1980, c'était un mois de grande activité, car c'était la préparation de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Elle essayait d'apporter tout ce qu'il y avait de meilleur chez elle, pour que tout soit bien, que tout se fasse conformément à ce que, normalement, le rêve d'une société socialiste soit vraiment conforme aux attentes.
Et voilà, elle a commencé assez vite à déchanter. Et d'ailleurs, elle avait demandé à François Mitterrand, pourquoi maintenant que tu as le pouvoir, ne fais-tu pas ce que tu avais promis? Et donc François Mitterrand lui avait répondu qu'il n'avait pas le pouvoir d'affronter la Banque mondiale, le capitalisme, le néolibéralisme, qu'il avait gagné un gouvernement, mais non pas le pouvoir. Donc c'est là comme ça qu'elle a appris ainsi qu'être donc le gouvernement, le président ne sert pas à grand chose dans ces sociétés sujettes, soumises au capitalisme. Donc elle a vécu cette expérience-là directement pendant ces 14 ans où elle était aux côtés de François Mitterrand. Même si elle essayait d'éviter le côté le plus négatif du capitalisme, les rêves ont commencé à se briser très rapidement. Ensuite, elle a pris un autre exemple aussi, c'était durant la célébration du bicentenaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en juillet 1989, donc qui célébrait 1789. Donc elle a pu voir à quel point la France était soumise aux États-Unis. Donc l'État français n'invita pas plusieurs dignitaires, en particulier latino-américains, comme par hasard, c'était ces pays-là que Washington voulait détruire. Et donc elle se rappelle avoir dit à François Mitterrand, donc Daniel Mitterrand, jusqu'à quel point allons-nous être dépendants de l'humeur des États-Unis, ne pas pouvoir choisir nos invités pour nos festivités. Ce fut une honte. Donc en France, on élit et donc les élus font les lois qu'ils n'ont jamais proposées et dont nous n'avons jamais voulu. La France est-elle une démocratie? Point d'interrogation. Une puissance mondiale? Point d'interrogation. Je le dis en tant que Française, cela ne veut rien dire. Donc ça c'est toujours Daniel Mitterrand. Donc vous pouvez retrouver toutes ces confessions. Donc d'ailleurs, je crois qu'elles ont été... l'interview a été faite dans... Il me semble que c'est dans Paris Match. Voilà. Donc de toute façon, voilà, vous pouvez retrouver ça assez facilement. Alors si François Mitterrand n'avait pas le pouvoir, qui avait le pouvoir réellement? Eh bien, apparemment, un des émissaires de ce monde de la finance qui gouverne, c'était à l'époque Jacques Attali. Beaucoup de gens pensaient qu'il n'était qu'un simple conseiller quand il est arrivé aux côtés de François Mitterrand, donc en 81. C'est vrai qu'on l'a présenté comme ça. Donc c'est comme ça en tout cas qu'il avait été dépeint, l'actuel écrivain et président de Positive Planet, lorsqu'on l'a vu apparaître pour la première fois aux côtés de François Mitterrand au début des années 80, et pourtant à chaque fois qu'un président a été élu, il était dans les parages. Donc on peut se poser la question, est-ce que finalement c'est pas lui le président, est-ce qu'il n'en est pas à sa 5e élection? D'ailleurs, la personne a mis ça de manière un peu humoristique. Je tiens personnellement à féliciter Jacques Attali pour son 5e mandat consécutif. Donc voilà, il y en a qui vont se dire c'est un simple porte-bonheur, ou d'autres vont se dire que c'est le grand artificier de l'ombre, qui est l'agent et la personnalisation de ce monde de la finance, ou carrément un nouvel oracle des temps modernes, qui est capable de dépeindre dans quelques phrases de monde d'après. D'ailleurs, il y a une vidéo qui circule, on pourra, si vous voulez, jeter un petit coup d'œil là-dessus, où il y a des prophéties carrément autoréalisatrices, où on a l'impression que tout est déjà programmé. D'ailleurs, il le dit clairement aujourd'hui. D'ailleurs, il se permet aujourd'hui de le dire parce qu'il sait que de toute façon, ils ont gagné. Donc, ça le fait passer pour en plus le plus grand des visionnaires, qui relègue d'ailleurs tous les voyants, futurologues et autres Nostradamus pour des vulgaires imposteurs. Aujourd'hui, maintenant, c'est ce que je disais à quelqu'un. Je lui dis, vous n'avez plus besoin de consulter des voyants. De toute façon, les voyants ne sont pas là. C'est toujours difficile de faire des prévisions sur le plan collectif, parce que c'est relève plus de la prophétie que de la voyance. Mais c'est vrai qu'on s'essaye quand même souvent à ces exercices. Moi-même, je le fais. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin, puisqu'on a Jacques Attali qui lui-même vous dit tout ce qui va se passer. Donc vous avez vraiment l'oracle, c'est le nouvel oracle des temps modernes. Alors, petit coup d'œil au thème astral de Jacques Attali, je vous parie en 1000, il est du signe du Scorpion. Vous voyez, donc il n'y a pas de hasard. Né le 1er novembre 1943 à 18h30 à Alger, donc Scorpion, ascendant Taureau. Donc là, on déroule sa carte du ciel, voilà. Donc voilà, comme ça vous donne une image, on ne va pas détailler de toute façon, mais voilà, ça vous donne déjà la correspondance entre justement la présence de Pluton donc dans le signe du Scorpion, donc qui lui a donné à lui aussi toute la puissance pour pouvoir justement être conseillé. Et aujourd'hui, on voit qu'il perdure dans le temps, puisque Saturne-Pluton, Pluton notamment, soutient le Scorpion au sextile de son signe, mais on a vu de toute façon qu'il a toujours été très présent, avec Pluton qui est très fort dans son thème
hein, ou en fond du ciel, en conjonction avec Tête du Dragon et Lune Noire en maison 4. Hein. Alors nous avons fini cette 9e partie de vidéo, donc on se retrouve pour la 10e partie, donc sur Pluton.